Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Arnaud Marion, le fondateur de Marion Partners et de l'IHEGC, l'Institut des hautes études en gestion de crise. On a un live d'une heure environ ensemble que l'on va répartir entre une intervention de ma part pendant la première demi-heure et puis surtout des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, les questions. Clémence, qui est en backstage, va s'occuper de les référencer, de les classer pour pouvoir me les poser à l'issue de mon intervention. Merci en tout cas de vous être inscrits si nombreux. On est très nombreux ce matin sur cette scène et sur ce live. L'idée, c'est de débattre ensemble de la situation et puis également autour des thématiques de mon livre qui s'appelle Partout où je passe les mêmes erreurs, publié chez Erol et sorti au début du mois de septembre. Un livre de circonstances avec la crise, mais qui a été écrit avant la crise. Alors, aujourd'hui, on est plutôt versé dans l'optimisme et la dynamique du rebond. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, cette crise, bien évidemment, il faut partir de là. C'est une crise grandeur nature. Généralement, quand un entrepreneur est confronté à une crise, il est seul, il est stigmatisé, il n'y a pas d'aide autour de lui, il n'y a que des bonnes volontés ou beaucoup de gens qui sont là pour le critiquer. Là, on vit une crise à une échelle planétaire, en fait, un peu assimilable à une catastrophe naturelle, parce qu'elle n'est pas palpable, cette crise. On est tous obligés de faire attention à un virus qu'on ne comprend toujours pas. En revanche, les conséquences ont été énormes, bien évidemment, pour les chefs d'entreprise. Cette confrontation, choc d'offres, choc de la demande, a été complètement inédit et il a été bien évidemment un véritable révélateur de faiblesse pour bon nombre d'entreprises. Et quand on dit faiblesse, ce n'est pas forcément dramatique, mais des besoins de s'adapter à une situation qui n'était pas commune. Un des grands enseignements quand même, c'est que l'entreprise est apparue comme étant un corps social fondamental. Dès le mois de mars, l'entreprise a manqué aux salariés, a manqué bien évidemment aux entrepreneurs qui, eux, se faisaient du souci pour leur patrimoine, mais les salariés, tout d'un coup, n'aimaient pas cette situation. Et là, on l'a vu avec ce deuxième confinement, il y a plutôt eu cette envie de, as usual, et d'essayer de poursuivre les activités. D'ailleurs, notre taux d'activité au niveau macroéconomique reste assez élevé et important malgré la circonstance. Ça ne doit pas faire oublier qu'il y a des pans complets de l'économie qui sont à l'arrêt, malheureusement, comme tout ce qui est le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, et puis bien évidemment tous les gens qui vivent du ski, puisque en ce moment, c'est de circonstances, tous ceux qui vivent du voyage ou autres. Donc, bien évidemment, le propos, c'est de ne pas les oublier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la question que se pose tout le monde et que se posent tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est quelle sera l'intensité de la demande et comment ça va se passer dans le futur et quel sera le comportement des consommateurs. Oui, il va falloir apprendre et il faut déjà gérer et composer avec l'incertitude. Gérer l'incertitude, aujourd'hui, ça fait partie de la gestion du chef d'entreprise. Tout le monde a pris conscience de l'importance de la chaîne de valeur. Où est-ce que je produis, avec quoi je produis, qu'est-ce que j'ai externalisé, où est-ce que j'achète, est-ce que je suis dépendant, est-ce que finalement j'ai ma propre souveraineté dans ma chaîne de valeur, dans ce qui me permet de concevoir, produire et vendre. C'est un vrai sujet, surtout qu'on se l'est tous posé de façon macroéconomique en découvrant qu'on ne savait pas faire des masques, on ne savait pas faire des respirateurs, que les principaux réactifs pour détecter les virus, on ne les avait pas et que, je dirais, tous les composants de base, 80% des composants de base pour les médicaments étaient fabriqués hors d'Europe. Euh, on a bien vu, le premier réflexe des chefs d'entreprise, ça a été le cash, la trésorerie. Et l'État a été là avec les banques, avec la BPI d'ailleurs, pour pouvoir mettre en place ces prêts garantis par l'État. Alors, ce n'est pas une solution finale, complète, optimale, mais ça a permis d'alimenter en trésorerie et d'éviter une chaîne de défaut de paiement. Cash is king, comme on dit, et il faut avoir les yeux rivés sur sa prévision de trésorerie. Le deuxième enseignement, c'est que le social, l'humain, l'attitude a pris une dimension nouvelle, car pour la première fois dans une crise, salariés et entrepreneurs étaient du même côté, la subissaient et ils pouvaient regarder dans le même sens. Je pense que c'est vraiment
un enseignement qui est extrêmement important pour nous. La concurrence est devenue, somme toute, une compétition. Il faut apprendre aujourd'hui à se comparer. Et on voit bien qu'il y a des grands gagnants de cette période. Il y a des entreprises qui s'en sortent mieux parce que leurs produits répondent davantage en fait à notre façon de consommer. On a beaucoup parlé de la vente en ligne, du e-commerce, mais beaucoup d'entreprises peuvent en faire. Beaucoup d'entreprises se sont tournées avec agilité vers le click and collect, par exemple. Mais si vous n'avez pas la plateforme pour et si vous n'avez qu'un numéro de téléphone, ça ne suffit pas forcément pour maintenir un niveau critique d'activité. Donc on voit bien que tout ça est une course de vitesse, que pour vous, entrepreneurs, il faut aller vite, il faut être agile, il faut être dans une notion permanente de capacité d'adaptation. Donc la capacité d'adaptation, c'est le fait d'imaginer, de tester et de mettre en œuvre dans des délais assez courts. Finalement, l'agilité a été très très grande et effectivement, le choix des clients se fait par rapport à quoi? Par rapport au degré de valeur ajoutée qui va être apporté par les services, par rapport à la facilité que l'on va avoir, se faire livrer, pouvoir aller chercher, pouvoir commander par téléphone ou par Internet. Bref, aujourd'hui, il faut apprendre à faire mieux avec autant, voire avec moins. C'est effectivement une nouvelle équation, un nouveau paradigme pour les chefs d'entreprise. Parfois, ça signifie qu'il faut s'allier avec d'autres, parce que parfois on est plus fort, pas forcément d'être plus grand, mais on est plus fort à plusieurs. Et puis, vous l'avez vu, depuis 6 mois, 7 mois maintenant, vous passez votre temps à prendre des décisions, à être sur un mode décisionnel. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ça signifie que l'entrepreneur, aujourd'hui, il doit procéder à des bons arbitrages et se donner et donner à ses équipes des bons objectifs, des objectifs courts qui sont atteignables. Plus personne ne peut se plonger et se projeter sur 2021-2022. Bien évidemment, il faut en faire l'exercice intellectuel, mais ce n'est pas le sujet. Pour beaucoup d'entrepreneurs, je pense à la restauration aujourd'hui ou à des gens dans les salles de sport ou autres, le futur, c'est plutôt la fin janvier pour pouvoir redémarrer. Pour d'autres, ça ne s'est pas arrêté. La production, notamment manufacturière, a réussi à se poursuivre. Et puis pour d'autres, ça a recommencé samedi. Donc, être sur un mode décisionnel et prioriser. Savoir donner des priorités aux problèmes et choisir ses combats, en quelque sorte, si vous voulez. Ça signifie qu'aujourd'hui, prévoir est devenu un exercice complètement différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prévoir pour se rassurer et pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à son banquier. Il faut prévoir, au contraire, pour pouvoir, je ne vais pas dire se faire peur, mais faire face à la réalité. Vous savez, le livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Partout où je passe, les mêmes erreurs », je l'ai écrit parce que trop souvent, après 300 dossiers, j'ai constaté que les entrepreneurs commettaient souvent les mêmes erreurs. Mon but, bien évidemment, ce n'est pas de les incriminer. Comme vous le savez, je suis un grand défenseur de l'entrepreneuriat. Je suis moi-même un entrepreneur. Et comme tous les entrepreneurs, on a des hauts et des bas. C'est comme les agriculteurs. Il y a des bonnes récoltes, il y a des mauvaises récoltes. C'est normal. Ça fait partie de notre vie, de la vie que nous avons choisie. Et donc, ce livre s'appelle comme ça parce que ne commettez pas les erreurs qui sont souvent faites. Alors, on pourrait les lister pendant longtemps, mais globalement, on n'écoute pas les signaux faibles. On n'écoute pas, vous savez, ces petites choses qui se passent. Ça s'effrite, je perds un marché, je perds des clients, mes clients sont moins contents. Puis il y a un nouveau venu sur le marché qui fait des choses similaires mais différentes, avec une autre approche, et puis qui gagne, lui, des marchés, des parts de marché, celles que moi j'ai perdues. C'est le sujet du déni, lutter contre le déni. Mais pour lutter contre le déni, il faut lutter contre la culpabilité et la responsabilité. Vous ne devez pas vous sentir coupable des difficultés d'une entreprise, non, et de votre entreprise, même si vous êtes à la tête de cette entreprise. Parce que sinon, vous allez être dans le déni et vous allez vous mentir à vous-même. Ce n'est pas le but. Regardez comment vous avez géré cette période complexe, certes, avec des aides, mais tout le monde n'en a pas eu. Beaucoup sont dans l'angle mort quand même des différentes mesures, mais on a été soutenu
par notre gouvernement, on a été soutenu par l'État, les banques ont été au rendez-vous. Ce n'était pas forcément le cas en 2008. On a tiré les conséquences de cette crise, mais il faut apprendre à ne pas se mentir à soi-même et donc à ne pas mentir aux autres. Il vaut mieux aujourd'hui se dire la vérité et dire la vérité à ses équipes, à son banquier, à son entourage. Ça évitera d'être déçu. Et il ne faut pas se dire c'est conjoncturel et c'est la faute des autres. Non, à un moment, une entreprise, quand elle a des difficultés, quand elle est en crise, ce n'est pas par hasard. Vous savez, moi j'écris dans mon livre que une crise, c'est une transformation qu'on n'a pas voulu voir. Et je pense que c'est quelque chose de très important. C'est l'objet d'ailleurs de ce face-à-face avec vous aujourd'hui. C'est effectivement comprendre ce qu'est la transformation. Alors avant tout, et avant d'en parler dans le détail, dites-vous bien que une transformation, une crise comme aujourd'hui, ça se gère sur le terrain. Alors, quand vous êtes une petite entreprise, vous êtes obligé d'être sur le terrain. Mais quand vous commencez à avoir une entreprise plus grande, avec plusieurs sites, une crise, ce n'est pas dans un bureau, et il faut être à l'écoute des gens. Il faut être à l'écoute de vos collaborateurs et de vos employés. Souvent, vous savez, ils ont une part de la vérité. Moi, je dis toujours, il faut écouter tout le monde et ne croire personne. Je le dis malicieusement, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est que chacun a un prisme de la vérité et chacun voit quelque chose. Ceux qui sont à la production, à la logistique, ils en savent beaucoup sur votre entreprise. Et quand vous avez des difficultés, ils le savent beaucoup plus que vous parce qu'ils vont parler avec ceux qui les livrent, ils vont parler avec les fournisseurs, ils vont parler avec les clients qui parfois viennent chercher leur marchandise ou chez qui ils livrent la marchandise. Et donc, si vous voulez, c'est important d'être transparent. On partage souvent les bonnes nouvelles. Il faut savoir partager en transparence les mauvaises nouvelles aussi, parce qu'il faut savoir capitaliser sur l'expérience de votre équipe. Il y a toujours des sachants dans une équipe et c'est extrêmement important. Capitaliser dessus. Et puis, vous savez, aujourd'hui, dans une entreprise, quand elle a une certaine taille, nous avons 4 générations. Nous avons les baby boomers, la génération X, la génération Y, la génération Z. Capitaliser sur ces nouvelles générations. Les jeunes, aujourd'hui, c'est une oxygénation et une respiration. Ils maîtrisent beaucoup mieux que nous, parfois, ou beaucoup mieux que vous, les outils digitaux. Et ils maîtrisent beaucoup mieux les comportements des jeunes consommateurs. Ayez en tête que les générations Y et Z, si vous voulez, sont des générations qui vont représenter dans 10 ans 75% de la population active. Le pouvoir d'achat et le pouvoir de décision du consommateur, on en reparlera, il est chez eux aujourd'hui. Et donc, laisser la parole à tout le monde, c'est la possibilité de laisser la créativité s'exprimer. Il faut lutter, vous savez, dans les entreprises contre une espèce de narration officielle qui souvent vient d'en haut, où on considère que la vérité, c'est le fondateur de l'entreprise. Non, c'est pas ça. Parce que le monde d'aujourd'hui évolue extrêmement vite, vous savez. Tout le monde est obligé de se remettre en question. Les grands leaders mondiaux dont on parle toujours, les Amazon, les Facebook, se remettent en cause et remettent en cause leur modèle économique à un rythme de 18 à 24 mois. Et donc, on voit bien aujourd'hui, j'ai parlé d'agilité tout à l'heure, que l'agilité est un facteur clé de nos entreprises. Donc, vous serez reconnu en tant que dirigeant si vous êtes sur un mode décisionnel. Mais ça signifie que vous serez reconnu également si vous embarquez vos équipes avec vous. Il faut savoir considérer que quand on veut changer au sein d'une entreprise, quand on veut implémenter du changement et de la transformation, il vous faut des acteurs du changement et de la transformation. Et on ne va pas les chercher à l'extérieur, on peut aller s'oxygéner avec l'extérieur, parce que l'extérieur permet de vous comparer, de comprendre ce qui se passe. Mais cette transformation, elle va être implémentée à l'intérieur de l'entreprise. Tom Peters disait, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. C'est extrêmement important de faire confiance à vos équipes pour qu'elles vous aident à comprendre comment l'entreprise doit changer, mais qu'elles vous aident également à implémenter ce changement sans résistance. On a vu que cette année, le monde avait changé. Vous avez vu d'ailleurs cette hybridation qui existe entre
le monde du travail et le monde de la maison. Alors, il y a quelques années, on faisait venir la maison au travail, on prenait du mobilier design, on voulait que ce soit beaucoup plus convivial que les bureaux d'antan. Et puis aujourd'hui, c'est le bureau qui s'est invité dans les maisons et dans les appartements. Cette hybridation aura des conséquences parce que tout le monde va travailler différemment après cette crise. Parce qu'on a vu que la digitalisation, on a vu que tout ce qui était également le fait de travailler à distance en télétravail, tout ça apportait bien évidemment de nouvelles habitudes et aussi, il faut le dire, de l'efficacité. Alors tant mieux si on trouve de l'efficacité, parce que c'est comme ça que l'on va transformer une entreprise et un modèle économique, si vous voulez. C'est ça qu'on va chercher. On croit toujours que changer, transformer, c'est sur le temps long. En fait, pas du tout. Le changement, la transformation, ça peut être demain. Vous savez, mon ami Jérôme Valu, qui est un spécialiste de l'expérience utilisateur, il dit toujours 3 jours pour cadrer, 3 semaines pour concevoir, 3 mois pour implémenter. J'ai parlé tout à l'heure, il faut se donner des objectifs courts que l'on peut atteindre. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. La transformation, c'est quoi? Vous êtes condamné à vous transformer parce que le monde change autour de vous. Il y a des nouvelles générations qui considèrent qu'il y a des nouveaux enjeux. L'entreprise ne peut plus être centrée sur elle-même et faire la même chose comme avant. Ne croyez jamais qu'après un choc conjoncturel, les choses reviennent à la normale. Les chocs conjoncturels, ils ont cet impact qui fait qu'ils font remonter à la surface les faiblesses structurelles d'une entreprise. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, après le Covid, même quand il n'y aura plus du tout de pandémie, d'épidémie, de contamination, et nous atteindrons ça, les vaccins sont en train d'arriver, les vaccinations se passeront au premier semestre. Il faut être confiant par rapport à ça. Mais les choses ne reviendront jamais comme avant, en tout cas pas de la même façon. Et vous voyez, c'est ça la transformation. Il faut se dire, c'est quoi le but d'une transformation? Avant tout, c'est d'avoir une nouvelle vision sur le monde, sur votre marché, par rapport à vos concurrents. J'ai dit tout à l'heure, on est dans une compétition, on va se comparer. Ben, il y en a d'autres qui font la même chose que vous, mais différemment. Là, vous voyez, on utilise une application qui s'appelle Livestorm. Eh bien, il y en a plein des applications, mais celle-ci, elle est différente. Voilà, elle a un accès très facile, on appelle ça l'expérience utilisateur. Elle est très conviviale pour tout le monde, vous recevez un mail avant, un mail après et autres, et elle nous permet de faire plein de choses, on peut même partager des documents. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ça que ça nous enseigne, cette pandémie, c'est qu'aujourd'hui, on découvre des concurrents. Franchement, vous connaissiez tous Zoom il y a 1 an, en novembre l'an dernier, décembre l'an dernier. Je suis pas du tout persuadé, si vous voulez. Et donc, il y a plein de choses que l'on découvre. Vos commerçants, ils faisaient du click and collect? Non. Les restaurants étoilés Michelin, ils vous livraient à domicile? Non. Beaucoup ont appris. Et les restaurants de votre quartier, ils vous préparaient des repas? Non, ils ne le faisaient pas et ils découvrent qu'ils peuvent le faire. Voilà, il y a aujourd'hui une hybridation, tout le monde peut devenir traiteur. Ben oui, il faut faire tourner les boutiques et il faut générer du chiffre d'affaires. Donc la transformation, c'est d'avoir une vision, mais surtout le plus possible, c'est d'être en avance, c'est d'avoir un avantage compétitif, c'est d'avoir une vision différenciante. Mais le but ultime, c'est quoi? C'est la résilience. Vous entendez beaucoup parler de ce mot. Moi-même, je me suis beaucoup exprimé dessus. La résilience, c'est le fait d'amortir les chocs. Et le but, c'est que l'entreprise soit résiliente, mais que votre organisation soit résiliente, que cette organisation, elle soit faite pour amortir les chocs. Le monde de l'automobile, techniquement, j'entends, l'a bien compris. Les pare-chocs, les structures des voitures aujourd'hui sont faites pour amortir les chocs et que ce ne soit plus le conducteur qui prenne le choc, ce qui explique notamment la baisse du nombre de morts sur les routes. Et l'étape ultime de la résilience, c'est l'antifragilité, ce concept où quand un élément est soumis à un facteur de stress, il va s'améliorer avec le facteur de stress. Oui, on doit devenir plus intelligent, plus créatif, et on doit générer de la valeur après cette crise parce que ça va nous donner des idées complémentaires pour développer de l'activité. Tout ça, ça permet quoi? Ça permet d'avoir la pérennité. On travaille sur la pérennité de son entreprise, c'est-à-dire que choc ou pas choc, vous avez entendu Bernard Arnault
du groupe LVMH, on l'admire tous, c'est notre champion français, d'accord? Quel respect, ça vaut 250 milliards et il dit, nous sommes en train de sortir de cette crise renforcée. Et quand on connaît la rareté de la parole de Bernard Arnault, on sait que ce n'est pas un effet de communication. Son groupe n'a jamais valu aussi cher parce que sa stratégie mondiale d'être multi-pays, dans 200 pays à peu près, a marché et lui a permis effectivement de s'en sortir et de compenser les zones qui n'allaient pas avec les zones qui allaient mieux. Tout le monde n'est pas Bernard Arnault, tout le monde n'a pas ce niveau, on aimerait bien, mais il faut s'inspirer, c'est quelqu'un d'inspirant, il faut s'inspirer de lui par rapport au modèle qu'il nous donne. Vous savez, il faut aller vers un développement durable de votre entreprise qui cadre avec bien évidemment les enjeux de développement durable pour le monde et pour la planète. Ça, c'est quelque chose de très important. On va revenir là-dessus. L'idée, si vous voulez, c'est plus vous donnerez du sens à l'action, plus vous embarquerez vos collaborateurs et vos clients, mais plus également, si vous voulez, vous serez attractif et finalement, vous arriverez à transformer votre modèle. Le but, c'est quoi? C'est de passer de votre cœur de métier, un core business, comme on dit chez les anglo-saxons, un core business augmenté à une entreprise augmentée. Et ça, si vous voulez, c'est très important. Mais peut-être que vous allez me dire, mais moi, mon modèle, jusqu'à maintenant, me rapportait beaucoup d'argent. Oui, ok, mais les choses changent. Vous voyez, les annuaires pages jaunes, c'est la dernière année où ils sont imprimés. Et pourtant, je peux vous dire, je connais bien l'entreprise, j'en ai été administrateur, ça rapportait beaucoup d'argent, les annuaires papier. Eh bien, ils sont passés, bien évidemment, sur le digital. Vous allez me dire, c'est normal, on utilise tous Internet, on n'utilise plus les annuaires. Mais ça prouve que ce n'était pas une diversification. Et ça, c'était de l'économie de la rente. Et peut-être que votre métier, il est en train de changer selon votre secteur d'activité. Peut-être que vous êtes restaurateur, bah oui, vous allez peut-être développer du click and collect et de la vente à emporter en utilisant des plateformes ou votre propre plateforme. Peut-être que vous le ferez de façon locale autour de vous, peut-être que vous vous mettrez sur les Deliveroo, Uber Eats ou les autres plateformes. Ça, c'est à vous de voir. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, si vous voulez, il ne faut pas se dire que les choses continueront comme avant. Non, les choses changent et c'est là où il y a les enjeux de transformation. Alors, la vraie question, si vous voulez, c'est que l'entreprise aujourd'hui, ça veut dire quoi se transformer? L'entreprise, elle doit répondre à trois questions fondamentales. Qui elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, le who, le what et le why. Et ça, c'est extrêmement important. Ça vous paraît basique, mais c'est comme ça que ça commence. Et faites-le avec vos collaborateurs. Interrogez-les, vous serez très surpris de leurs réponses. Et si vous voulez mener une vraie transformation, il faut le faire avec eux. Si vous voulez un modèle économique résilient, pérenne et différenciant, vous aurez besoin d'eux. Interrogez-les, quelle que soit la taille de votre entreprise. Danone, 100 000 personnes, ils interrogent leurs salariés plusieurs fois par an, justement, parce qu'ils trouvent que, pourquoi? C'est un groupe mondial, mais la vérité, elle est locale aujourd'hui. D'ailleurs, leur réorganisation, elle s'inscrit dans le local, priorité au local et pas à la décision qui vient d'en haut. Donc, du coup, il va falloir, pour transformer, que vous puissiez réfléchir sur votre entreprise. Et attention, je vais vous expliquer ce que n'est pas la transformation pour mieux vous définir ce que c'est. Se transformer, ce n'est pas se diversifier. C'est très bien de se diversifier et je vous encourage à le faire. Mais quand vous apportez 10, 20, 30% de chiffre d'affaires en plus, c'est super. Si le cœur de métier, le cœur business se désagrège au fur et à mesure, vous n'aurez pas touché à ce qui fait les 70, 80 ou 90% restants qui vont donc diminuer. Donc la diversification, c'est très bien. Ce sont des nouvelles idées. Peut-être que ça doit être un shift, une évolution, un mouvement vers un nouveau métier. Ça, c'est différent. Ce n'est plus de la diversification, c'est de la transformation. Mais se diversifier et vouloir adresser, comme on dit, 5 ou 10% de chiffre d'affaires en plus, c'est super si vous le faites. Et c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Mais ce n'est pas ça la transformation parce que vous n'aurez pas touché au modèle d'origine. Et la deuxième chose, je veux lutter contre le fait que se transformer, c'est s'adapter. Alors, en crise, on s'adapte. Vous, vous êtes tous adaptés. Mais s'adapter, ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on s'adapte aux autres, on s'adapte à une situation. Et en fait, ce dont on a besoin précisément, c'est d'être mieux que les autres, c'est d'être différenciant par rapport aux autres. Et donc,
pour moi, se transformer, ça se situe à 4 niveaux pour une entreprise. Le premier niveau, ce sont les actions de performance. Ça, c'est ce que généralement tout le monde comprend. C'est mieux, on veut faire mieux, on veut faire plus vite, on veut faire moins cher. Bref, on veut s'intéresser aux coûts. On veut à un moment être beaucoup plus compétitif. On veut venir au même niveau que les autres. C'est un premier niveau. Et souvent, on est très étonné, mais souvent, on a des résultats assez rapides par rapport à ces actions de performance. Et c'est ce qui va vous permettre de financer, entre guillemets, des actions de plus long terme. Parce que ces actions de performance, elles ont un retour sur investissement. Souvent, il est très minime, c'est de la décision, mais elles ont un retour sur investissement très court. Le deuxième niveau, c'est l'allocation des ressources. Alors, ce n'est pas très compréhensible, mais je vais le dire différemment. Chez vous, dans votre entreprise, quelle que soit sa taille, il y a des choses que vous faites bien sur lesquelles vous gagnez de l'argent, d'autres sur lesquelles vous perdez de l'argent. Et parfois, il vaut mieux externaliser quelque chose qui nous coûte très cher et qui n'a pas une grande valeur ajoutée, et au contraire, réinternaliser quelque chose qui est votre cœur de métier, votre cœur de savoir-faire, et que vous avez laissé à l'extérieur. Quand au mois de mars, avant même qu'on soit confiné, certaines entreprises dépendaient de livraison de la Chine pour leur chaîne de valeur, elles ont compris ce que voulait dire souveraineté, dépendance, interaction, complexité de la chaîne de valeur. Donc l'allocation des ressources, c'est ça, mais il faut aussi parfois apprendre à se séparer de ce qui n'est pas rentable dans l'entreprise. Et puis surtout, il faut investir. Investir, c'est investir pour le futur. Et au contraire, dans toutes les entreprises que j'ai rencontrées, il y avait systématiquement de quoi investir avec des retours sur investissement extrêmement courts, extrêmement rapprochés. Et ça veut dire que dans le cadre de votre transformation, de votre changement de modèle, vous allez obtenir une rentabilité de ces investissements, le retour sur investissement. Ça, c'est fondamental. Et puis la troisième couche, elle est importante, elle est chère à BPI France, bien évidemment. C'est une approche de design thinking. Alors vous allez me dire, c'est quoi? C'est encore anglo-saxon. C'est apprendre à se poser les bonnes questions. Il faut mettre l'innovation, très important, le digital et l'UX, l'expérience utilisateur au cœur d'un processus de design thinking, parce que ce qui compte, c'est votre marché pertinent. Et peut-être qu'il n'est pas autour de vous, mais qu'il est beaucoup plus loin. Mais c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de gagner des parts de marché, d'avoir des nouveaux clients et surtout de continuer à avoir un produit qui est en phase avec ce qu'attend le marché, ce qu'attendent vos clients. Et puis, bien évidemment, et on a vu, hein, pour terminer là-dessus, que le digital, finalement, tout le monde pensait qu'on était très digitalisé, que la révolution numérique était derrière nous. Ben, on a vu que non. On a vu que beaucoup d'entreprises n'avaient pas développé forcément leur plateforme de e-commerce parce qu'elles pensaient que ce n'était pas possible pour elles, de la même façon qu'elles ne pensaient pas que des visioconférences, c'était possible à travers un simple ordinateur. Or, aujourd'hui, l'intérêt des Zoom Co, Teams pour les entreprises plus grandes et structurées, c'est quoi? C'est que la visioconférence a envahi le monde de la petite et moyenne entreprise et des ETI très facilement en faisant travailler tout le monde de façon nomade et de n'importe où. Et donc, oui, il y a des solutions, il y a des plateformes qui existent aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y a des gens comme Page Jaune. Vous pouvez avoir votre site internet en quelques clics. Vous pouvez avoir votre plateforme de e-commerce également. Ça, on voit bien que c'est important. Et c'est à portée de main pour tout le monde. Et tout ça nous amène sur la dernière couche du millefeuille, si vous voulez. C'est les grands enjeux, les nouvelles priorités que sont le climat, la biodiversité, le partage de la valeur et le dialogue social. Tous ces enjeux qu'on appelle trop facilement RSE, mais qui sont les enjeux du monde contemporain. Pourquoi moi je les appelle différemment? Parce qu'il faut élargir la vision des chefs d'entreprise. Vous devez aujourd'hui penser différemment, penser plus grand, penser beaucoup plus largement, élargir votre champ de conscience, parce que ces enjeux vont vous rattraper. Les comportements des consommateurs sont en train de changer par rapport à leurs actes d'achat.
ils achètent ce qui est bien ou n'est pas bien. Regardez Danone avec son secteur eau, ils sont touchés à cause de la restauration, mais ils sont touchés aussi parce qu'ils vendent des bouteilles en plastique et que les consommateurs ne veulent plus des bouteilles en plastique, mais qui veulent par exemple des gourdes comme ça, quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus compliant avec l'environnement. Et tout ça, c'est le sens que vous donnerez à l'action, si vous voulez, et c'est également la place que vous laisserez à vos salariés, à vos collaborateurs, à ces acteurs du changement et à ce management de la singularité, capitaliser sur les faits que les gens sont différents chez vous et pensent différemment. Je pense que c'est très important. On ne transforme pas contre, on transforme avec. On s'inspire de l'extérieur, bien évidemment, mais il n'y aura jamais de redressement ni de transformation sans valeur. Et donc, apprenez à vous projeter aujourd'hui dans un monde qui ne se prévoit plus, à composer avec l'incertitude et à mettre à l'ordre du jour ces grands enjeux contemporains, si vous voulez, qui doivent aujourd'hui vous permettre de créer un vrai collectif et d'être un levier, en fait, et certainement pour votre entreprise d'être un leader. Voilà, j'en ai fini pour ce propos. C'était dense et j'ai voulu faire un 360 degrés un petit peu des enjeux de transformation, des enjeux positifs de la transformation et du changement, et ce qui va permettre maintenant à Clémence Mignon de venir sur scène avec moi et de me faire part des questions que vous avez posées tout au long de ce live et de ce chat et des questions qu'elle avait reçues également avant. Bonjour Arnaud, vous Bonjour m'entendez bien? Clémence. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais me faire le porte-voix des questions dans le chat. Pour démarrer, Arnaud, merci pour cette conférence très inspirante et optimiste. L'optimisme, c'est d'ailleurs une valeur clé de BPI France qui fait l'objet d'une campagne de communication en ce moment. Donc la campagne, c'est Entrepreneur, ne jamais céder quand on peut céder. Vous y avez d'ailleurs contribué à travers une vidéo. Donc la première question, c'est qu'est-ce que cette campagne vous inspire et qu'est-ce que vous voulez dire aux chefs d'entreprise ? J'ai beaucoup apprécié cette campagne et quand avec Patrice Béguet, Cynthia et vous-même, vous m'avez demandé d'y participer, je l'ai fait avec plaisir parce que c'est tellement cohérent avec le livre que j'ai écrit. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est seul. Le chef d'entreprise, il doit tout prendre sur ses épaules et c'est extrêmement difficile. Et donc, il est très important de ne pas rester seul et de céder et d'être aidé par l'extérieur. Je l'ai dit dans ma vidéo, quand on est malade, on va voir son médecin, on lui dit ce qu'on a, on n'hésite pas, on n'a pas de tabou. Eh bien, le chef d'entreprise, c'est la même chose. Il ne doit pas hésiter à dire absolument ce qui se passe pour lui. Et il faut qu'il trouve dans son entourage les gens à qui parler. Alors, son expert comptable, son commissaire aux comptes, son banquier. Le banquier n'est pas l'ennemi du chef d'entreprise, si vous voulez. On l'a vu dans ces temps. La BPI avec qui il est en contact, et puis sa chambre de commerce, et puis son avocat, et puis voilà. Et puis parfois, il faut savoir passer la porte d'un tribunal de commerce, et ce n'est pas une honte. Vous savez que les procédures de prévention sont beaucoup plus importantes aujourd'hui que les procédures judiciaires en tant que telles. Ça évite de déposer son bilan. Et donc, surtout, n'attendons pas le dernier moment. Il ne faut pas que ce soit trop tard. Il ne faut pas que vous appeliez au secours trop tard. Vous n'appelez pas les pompiers quand le feu a détruit votre maison. Vous appelez les pompiers quand il y a le départ de feu. C'est la même chose pour l'entrepreneur. C'est extrêmement important. Donc, non, il ne faut pas céder. Et d'ailleurs, les entrepreneurs, ils n'ont pas cédé cette année et ils ont été fantastiques. Et ils ont été aidés. Ils ont été aidés par l'État, par la banque, par les banques, par BPI, par tout un tas de dispositifs. Mais il faut surtout qu'ils ne se mentent pas eux-mêmes sur la situation de leurs entreprises. Et moi, j'ai plutôt donné un message d'optimisme ce matin, mais je tiens toujours à dire, attention, demain, le ciel ne sera pas plus bleu et l'herbe ne sera pas verte et la pluie ne s'arrêtera pas. C'est faux, il ne faut pas croire à ça. Au contraire, il faut plutôt se dire que ça continuera à être dur. Donc, comment je vais faire pour non seulement m'améliorer, m'adapter, on a vu que c'était la première étape, mais surtout, bien évidemment, changer et remettre en cause ce que je faisais. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, ont fait des masques et ça a été fantastique parce que oui, on ne va pas que acheter nos masques à l'extérieur et attendre des containers pendant 3 semaines ou le pire, les envoyer par avion parce que là, pour la planète, c'est quand même pas super. Merci beaucoup.
Deuxième question, il y a eu beaucoup de messages dans le chat au sujet des axes de transformation et de gouvernance. La question étant de qui il faut s'entourer pour réfléchir à sa transformation quand on n'est pas une grande entreprise. Oui, alors ça, c'est effectivement une question qui est fondamentale. D'abord, il n'y a pas de taille critique d'entreprise. Il ne faut pas se dire, mais moi je suis trop petit, ça ne me concerne pas, c'est pas vrai. Moi, à chaque fois que j'ai fait des lives avec BPI France, j'avais des petites entreprises et puis des entreprises beaucoup plus grandes. Donc déjà, ça concerne tout le monde. C'est très bien de poser la question de la gouvernance. Parce que bon, quand une entreprise commence à être structurée, elle a des actionnaires, ce n'est pas forcément que le patron actionnaire, elle a parfois des conseils d'administration, elle est déjà, et même dans des petites entreprises de quelques dizaines de personnes, on a un comité de direction. Il faut la gouvernance au-dessus, celle de l'actionnariat, éventuellement du conseil d'administration. Il faut la gouvernance en dessous. Le premier niveau qui est les dirigeants, hein, parfois, le directeur financier, si l'entreprise est toute petite, le directeur comptable, le patron du marketing et des ventes, le patron de l'industrie et autres. On s'entoure de ces proches-là et ensuite on crée dans les entreprises, ça dépend de sa taille, un top 5, un top 10, un top 20, un top 50. Moi, j'ai géré des grandes entreprises, j'en ai géré des plus petites. On a toujours un top quelque chose qui ne font pas partie des dirigeants, mais qui sont les sachants. Et il faut capitaliser sur eux. C'est avec eux qu'on va le faire. Vous savez, j'ai beaucoup insisté sur l'interne, et pourtant je suis quelqu'un de l'externe, moi, mais je considère que le plan stratégique qui fasse 20 pages ou 200 pages qu'on dit en disant, bah voilà, ça c'est la nouvelle stratégie, vous l'implémentez, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas ce qu'attendent les salariés, ce n'est pas ce qu'attendent les collaborateurs. Les collaborateurs, ils attendent d'être impliqués. Ce sont ce qu'on appelle des parties prenantes. Et donc, pour répondre de façon plus globale, le chef d'entreprise, il doit raisonner par rapport à ces parties prenantes. Et à un moment, et moi-même je le fais dans mon propre métier, dans mes propres activités, on teste des choses. On peut appeler son banquier de temps en temps en disant, dites donc si je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que souvent, quand on veut évoluer, il faut investir ou il faut voir les choses différemment. J'aime bien les banquiers, moi, parce qu'ils ont parfois plusieurs dizaines de clients, donc ça leur permet de comparer et ils savent parfois ce qui ne marche pas. Ils savent aussi ce que la banque accepte ou n'accepte pas. Mais c'est très bien. Discutons avec le maximum de personnes, allons chercher de l'oxygénation à l'extérieur. Et vous savez, moi je suis un homme des territoires, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans les territoires français. Il y a quand même des gens qui sont très à l'écoute. Le maire, le député, ils répondent toujours, ces gens-là. Et souvent, ils peuvent faire passer des messages. Ils savent le faire, c'est même leur devoir d'ailleurs de le faire. Le conseil régional, les conseils départementaux, les chambres de commerce. Et puis, toutes ces associations d'entrepreneurs. Alors, BPI, vous avez créé beaucoup de tribus, hein, de communautés d'entrepreneurs. Moi, j'invite les entrepreneurs à souscrire. Moi-même, j'y suis inscrit aux newsletters qui existent, qui sont enrichissantes, qui vous donnent des expériences des uns des autres. Il faut beaucoup lire, il faut regarder ce qui se passe. N'hésitez pas à regarder ce que font vos concurrents également, mais pas que autour de vous, également à l'extérieur des frontières de la France. Le changement, ça s'implémente comme ça. On a besoin de s'inspirer et de s'oxygéner. Et parfois, on a souvent besoin de l'extérieur pour venir dire, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Mais vous avez besoin de l'intérieur pour que les gens restent cohérents. Une entreprise a un ADN et il faut être cohérent par rapport à cet ADN. Donc, mettez des gouvernances en place et surtout, pas de changement sans acteur du changement. Ça signifie que les feuilles de route doivent être partagées. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Il ne s'agit pas de leur dire de venir vous aider à un moment et de plus leur donner des nouvelles. Donc, une transformation ou du changement, ça se mesure avec des objectifs que l'on se donne et des objectifs que l'on partage et que l'on affiche en étant capable de dire à un moment, bah écoutez, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà où on en est par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Le jour où vous faites ça, c'est complètement gagné. Il y a des tableaux d'affichage dans les ateliers, dans les usines ou autres. Il faut les utiliser, c'est une façon de communiquer. Et surtout, ceux qui encadrent doivent communiquer et donner. Il faut donner les bonnes nouvelles quand il y en a. Ça permet aussi, malheureusement, de donner parfois, de partager les mauvaises nouvelles. Mais quand on est dans le changement et la transformation,
on est davantage dans la bonne nouvelle. Et il faut tester. Moi, j'ai fait des… Vous voyez, quand je me suis occupé du Vélib parisien, je testais les choses à petite échelle avant de le déployer à grande échelle. Et ça, les entrepreneurs l'ont fait cette année, ça. Ils ont testé, ils ont dit, bah tiens, je suis restaurateur, je vais faire des plats à emporter. Pourtant, ce n'était pas mon boulot. Bon, bah, ils l'ont fait, ils ont approvisionné les couverts, les contenants, etc. Et puis tout d'un coup, ils ont vu qu'ils trouvaient une clientèle effectivement pour ça. Et donc, cette gouvernance, c'est une gouvernance pragmatique. Je dis toujours, il faut savoir développer des organisations qui vont être agiles. Il faut être agile, mais il faut que l'organisation soit agile. Merci beaucoup. Deuxième thème qui est revenu aussi dans les questions, c'est la défaillance et comment faire pour l'éviter. Quels seraient vos conseils pour faire face au remboursement des dettes? Le PGE a été évoqué dans le chat, et les étalements de charges. Oui, alors, la première chose, je reviens là-dessus, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Ça évite la défaillance. Et de ne pas agir trop tard. C'est comme, vous savez, quand vous êtes malade, si vous avez une infection et que vous attendez, vous serez beaucoup plus malade que si vous enrayez le mal et que vous prenez, par exemple, pour combattre une infection, des antibiotiques. Je fais beaucoup le parallèle médical ou militaire, mais c'est comme ça. Donc, le plus vite possible. Et ne vous dites pas, ne minimisez pas les choses. Ne vous dites pas, non, mais c'est pas ça, c'est pas grave, etc., parce que vous voulez pas voir la mauvaise nouvelle. Il vaut mieux voir la mauvaise nouvelle et prévoir le pire. Moi, une fois, un de mes clients ne comprenait pas, il y a un mois, je lui fais des prévisions de trésorerie abominables. Et il me dit, mais non, mais pas du tout, mais c'est pas comme ça. Il me renvoie mon état Excel, il avait changé tous les chiffres pour que ça tombe juste en bas. Et je lui dis, mais mon métier à moi, c'est de prévoir le pire, c'est pas de prévoir ce qui va bien. Parce que si tu vas bien, il n'y a pas de raison que je sois là. Et donc, prévoyez le pire et prévoyez la réalité en face. Ça vous permet, on appelle ça des stress tests, ça vous permet de partir de cette situation et de voir comment vous allez améliorer et trouver les leviers d'amélioration. Et donc, ne vous mentez pas, premièrement. Deuxièmement, analysez les causes de ce qui se passe. Souvent, vous savez, on veut agir et on n'analyse pas les causes. C'est comme je prends des antibiotiques, alors que finalement c'est viral. Les antibiotiques ne servent à rien quand c'est viral. Ben, c'est la même chose avec le monde de l'entreprise. Il faut que vous sachiez ce qui se passe. Et c'est là où vous avez besoin des autres. Parce que vous n'allez pas forcément voir la chose. Et puis, vos ouvriers, ceux qui sont, je parle ouvriers, employés, ça dépend dans quel secteur on est, mais ceux, entre guillemets, que vous considérez parfois en bas de l'échelle, si vous voulez, au contraire, c'est eux qui sont au niveau de détail le plus élevé. Moi, je suis fils de militaire, j'entendais toujours mon papa dire, sur un porte-avions, l'homme le plus important, ce n'est pas le pilote qui est en train d'apponter, c'est celui qui tient l'extincteur, car il tient la vie de l'autre entre ses mains. Donc, le niveau de détail le plus élevé pour analyser les causes et vous dire, en fait, le problème, c'est ça. Vous savez, je vous l'ai dit, le conjoncturel sera un accélérateur du structurel. Regardez, les grandes chaînes d'habillement sont mortes à peu près toutes entre le mois de mai et le mois d'août. D'accord? Est-ce un hasard? Non. Alors on va vous dire, il y a eu les grèves de l'an dernier, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les attentats de 2015. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas la seule raison. La vraie raison, c'est que 30% de leur clientèle était partie et que leur modèle économique, c'était d'ouvrir et d'ouvrir des magasins. Donc à un moment, si on ne se dit pas j'ai perdu 30% de ma clientèle, effectivement, un jour, on va dans le mur. Donc éviter la défaillance, c'est se dire la vérité, même quand elle est dure et quand on est obligé de se dire c'est mon produit qui ne va pas. Je ne suis plus en phase avec le marché. J'ai insisté tout à l'heure sur les grands enjeux. Alors, les entrepreneurs, souvent, ils me disent, ouais, bon, ok, le climat, machin, la biodiversité, super, mais j'ai pas le temps. C'est faux. C'est ça. Et Clémence, vous êtes d'une autre génération que moi. Votre comportement de consommatrice est différent du mien. Moi, j'ai des enfants. J'ai 4 enfants qui ont entre 22 et 28 ans. Celle qui a 22 n'a pas le même comportement que celle qui a 28. Hein, les dernières générations, les Z sont très portée bien évidemment sur les enjeux climatiques. C'est pour ça que je vous ai montré ma gourde, je n'ai pas droit au plastique à la maison. Mais elle a raison. Mais de toute façon, depuis que je faisais Vélib, j'avais déjà pas droit au plastique avec la ville de Paris. Et donc, ça fait sourire, mais en fait, voilà, la réalité, elle est là. C'est que parfois, on est complètement déphasé par rapport à ce qui se passe.
on est déphasé. Vous avez, moi je vous parle là, je suis à Londres, il y a des grands magasins, un grand magasin, l'équivalent du Printemps ou des Galeries Lafayette, qui s'appelle Selfridges, qui est sur les High Street, à Oxford Street. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose, par exemple, avec des peaux exotiques. Ce n'est pas compliant pour eux. Et en revanche, si vous avez des choses avec des matériaux recyclables, vous aurez le droit de le vendre chez eux. Ce qui n'est pas la politique de Harrods, par exemple, qui au contraire va vouloir du crocodile ou de ce genre de choses. Donc, dites-vous bien que ça peut venir de vos produits, ça peut venir de votre modèle économique. Et puis, une fois pour toutes, peut-être que votre modèle n'est pas rentable, pas suffisamment résistant et qu'il lui manque des choses. Donc déjà, on fait un 360 de ces sujets-là. Par rapport aux dettes, oui, bien sûr, le PGE est une solution, ça a été une solution, ce sera un problème pour une partie des entreprises. Maintenant, deux chiffres, hein, à peu près 130 milliards de PGE qui ont été distribués et une cinquantaine de milliards qui ont été consommés. Et d'ailleurs, ça correspond avec les chiffres, on estime en 2020 les pertes de l'économie française pour les entreprises en termes de résultats de l'ordre de 50 milliards. Donc la question n'est pas pour ceux qui n'ont pas consommé leur PGE et l'ont pris de façon pas comme une épargne de précaution, la question s'adresse bien évidemment à ceux qui ont pris le PGE parce qu'ils en avaient besoin et que ça comblait des pertes, qui ont étalé leurs charges sociales et puis qui aujourd'hui se retrouvent soit encore fermés, soit avec moins d'activité. Bon, là, la vraie question, on voit bien. On voit que tout le monde est en train d'être agile, que le deuxième confinement fait qu'on a redonné une année de plus et que derrière, on peut étaler son PGE sur 5 à 6 ans et qu'il y a des dispositifs qui sont en train d'exister pour allonger ça, et également pour des mises à disposition de quasi-fonds propres, de prêts participatifs. Donc vous voyez que tout le monde est en train d'organiser le rebond de ça. Et puis, moi je l'ai dit, je l'ai écrit, je crois, dès le mois d'avril, la solution, elle est aussi au niveau des régions et au niveau des territoires. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, les régions vont mettre en place, moi je travaille avec certaines régions, pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement, si vous voulez, pour créer et accompagner les entreprises qui en ont besoin. Donc oui, ça va être compliqué de rembourser des dettes qui n'ont pas permis de la création de valeur, mais qui ont compensé de la destruction de valeur. Je pense que nos gouvernants le savent, les banques le savent et autres. Maintenant, à court terme, en 2021, les entrepreneurs vont être confrontés au fait qu'ils se sont endettés davantage avec le PGE, que n'oubliez pas que le PGE, ce n'est pas l'État qui vous l'a donné, c'est votre banque, et que si vous avez besoin d'un nouveau prêt pour acheter un camion ou pour créer une nouvelle ligne de production, ou pourquoi pas racheter une entreprise, ça va se cumuler dans votre capacité d'endettement. C'est là où effectivement, il va falloir que vous fassiez des choix. Après, il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement en fonds propres des entreprises, et alors, BPI est le bon élève quand même français là-dessus. La solution, elle n'est pas que dans la dette, hein. La solution, elle est dans les fonds propres. Les fonds d'investissement regorgent d'argent, sont aussi à la recherche d'entreprises, pour peu qu'elles aient des idées, qu'elles soient innovantes, qu'elles soient cohérentes avec leur marché. Et donc, si vous voulez, pour vous préparer à rembourser, il faut vous préparer à transformer votre modèle économique pour créer davantage de valeur. Je dis toujours, il faut aller plus vite que la vitesse de détérioration de son modèle économique. Donc, du coup, réfléchissez à comment à un moment je génère davantage de chiffre d'affaires. C'est difficile à dire et surtout à entendre pour ceux dont le restaurant est aujourd'hui fermé ou qui ont une activité de location de ski à la montagne, par exemple. Donc, bien évidemment, pour eux, on voit très bien qu'il y a des dispositifs ciblés du gouvernement qui sont en train d'être mis en place et qui sont des dispositifs indemnitaires. Voilà, et je pense qu'on va aller vers ça, c'est-à-dire qu'on va aller vers de l'indemnisation d'un certain nombre de secteurs sinistrés et d'accompagnement des autres entreprises. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un plan de relance qui aurait 35 milliards notamment de consacrés au climat. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé. Réfléchissez à vous comment vous pouvez être cohérent par rapport à ces grands enjeux contemporains. Il y aura des dispositifs d'accompagnement, mais à vous d'avoir les bonnes idées. Les bonnes idées et l'innovation, ce n'est pas que réservé aux startups. Et alors, pour le coup,
les dispositifs de financement et d'accompagnement de l'innovation, ils sont légion, ils existent, sont très présents d'ailleurs chez BPI, mais ils sont légion également au niveau des régions. Donc en fait, il ne faut pas être que passif par rapport à cette situation, il faut également être actif et il ne faut pas se dire ce sera à eux de gérer le problème de ma dette, c'est aussi à vous de gérer votre problème de modèle économique. Merci Arnaud. Je vous propose de continuer sur le thème de la résilience. On avait une question dans le chat sur la transformation interne de l'entreprise avec les collaborateurs. Dans quelle mesure la résilience, elle a besoin de s'appréhender de manière collective pour être efficiente en prenant en compte les retours d'expérience de chacun? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui m'est très cher parce que, effectivement, vous trouvez votre force avec vos collaborateurs. Vous savez, le chef d'entreprise, il est résilient par nature. D'accord? Parce qu'il envoie des vertes et des pas mûres à longueur de temps. Et généralement, il y a davantage de mauvaises nouvelles dans une entreprise que de bonnes nouvelles. On est tous stressés par l'ouverture du courrier, surtout quand on voit certaines en-têtes arriver. Bon, il faut le dire, c'est la réalité des entrepreneurs et tout. Donc, le chef d'entreprise, il est résilient. Ça ne veut pas dire que son entreprise est résiliente et encore moins que son organisation est résiliente. Travailler sur la résilience, c'est effectivement travailler sur cette capacité à amortir les chocs et cette capacité à la résistance. Donc, pour ce faire, il faut se baser sur son organisation. Avant que l'entreprise soit résiliente, il faut que ce soit l'organisation qui soit résiliente. J'ai parlé tout à l'heure, très brièvement, je crois, en une phrase, du management, de la singularité. C'est quelque chose qui m'est très cher. Vous savez, je disais, dans une entreprise d'une certaine taille, vous avez 4 générations, hein, baby boomer, X, Y et Z et tout. Ça, c'est de la singularité. Le baby boomer, il a beaucoup d'expérience, d'accord, et il est né pendant les 30 Glorieuses, il est à la fin de sa vie professionnelle, il est en train de passer la main et de pouvoir mentorer, comme on dit, transmettre son expérience. Moi, j'avais dans chaque entreprise où je suis passé, quand malheureusement parfois il fallait faire des plans d'adaptation, les salariés les plus anciens, je voulais les garder parce que c'est eux qui avaient le savoir-faire de l'entreprise et l'expérience. Donc, c'est le début de la singularité. Les X, comme moi, ben voilà, on est dans le dynamisme de notre âge, on est encore à la fois jeune, enfin je le pense, et on a beaucoup d'expérience, on a une trentaine d'années derrière nous d'expérience, on est expérimenté, et c'est nous qui sommes pas mal aux commandes. Et puis, il y a les X qui sont en train de venir aux commandes, ou qui y sont déjà, qui, au contraire, eux... comment dirais-je, pardon, moi je suis les X, les Y qui sont en train d'arriver derrière nous, qui sont nés dans les années 80, les millennials, comme on dit, et qui sont en train de prendre le pouvoir, qui voient les mondes différemment. Et puis il y a les dernières, il y a les Y et les Z, les Z, si vous voulez, qui eux sont des digital natives. Et la fin des Y, ce sont des digital natives, et ils voient les marchés différemment. Donc, mettez déjà le trans niveau hiérarchique et le transgénérationnel chez vous. Vous avez beaucoup à apprendre de vos propres collaborateurs. Chacun va vous donner un discours différent, génial. C'est de ça dont vous avez besoin pour faire évoluer votre entreprise. Il faut savoir écouter les jeunes. Je ne veux pas faire du jeunisme ou de la démagogie ou autre. Je dis simplement que le monde est en train de changer, si vous voulez, extrêmement vite. La deuxième chose, c'est que l'agilité, la capacité à tester, à analyser ce qui se passe et à implémenter dans un temps court, c'est la clé. Aujourd'hui, les anglo-saxons ont de ça supérieur sur nous, c'est leur capacité à aller vite et à réagir vite. Et donc, tout le monde peut le faire, hein, d'accord. Un restaurant, il peut tester une nouvelle formule. Qu'est-ce que ça lui coûte? Il essaye pendant 2 jours. Je prends toujours l'exemple du restaurant, c'est très parlant, quoi. Il fait une nouvelle formule, il voit si ça marche ou pas, si ça lui rapporte davantage de chiffre d'affaires ou si ça cannibalise son chiffre d'affaires. Si c'est un truc moins cher qui cannibalise quelque chose de plus cher, bah, il vaut mieux éviter. Il ne va pas créer de la valeur, mais il peut faire des offres différentes et différenciantes en disant je fais une offre moins chère, mais en click and collect, en plat à emporter, par exemple. Ça, c'est de la création de valeur. Ça ne lui obère pas sa capacité et son ticket moyen à l'intérieur de l'entreprise. Donc, si vous voulez, il faut savoir tester. Et l'agilité que le chef d'entreprise a par nature
doit venir chez les collaborateurs. Comment on peut faire pour résoudre vite? Vous savez, moi, quand on me donne des solutions et que c'est pour dans 6 mois, je dis, mais le marché, c'est aujourd'hui où j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires. Donc, cette résilience, c'est l'affaire de tous. Et une organisation qui va être résiliente, c'est une organisation qui est impliquée. Et elle est impliquée parce qu'on lui a donné des objectifs clairs qui sont ceux de l'entreprise et elle s'est rendue propriétaire elle-même d'actions. Quand chaque collaborateur est propriétaire d'actions, il est impliqué. Par exemple, sans rien dévoiler, Clémence a été mon interlocutrice. Elle était propriétaire de ce talk. On l'a monté ensemble en l'organisant ensemble de A à Z, avec Thierry bien sûr pour la technique et la mise en relation, mais c'est assez intéressant de voir qu'elle s'est rendue propriétaire de ce talk. Donc du coup, je savais à qui m'adresser, elle savait à qui s'adresser, et ce talk s'est mis en place en quelques jours, assez rapidement, sur le plan de la communication et de sa réalisation technique. C'est la même chose dans une entreprise. Plus on va responsabiliser les gens, plus ils vont être impliqués et leurs objectifs personnels vont cadrer avec les objectifs de l'entreprise. Et l'entreprise résiliente, elle, ça c'est une question de modèle économique. C'est-à-dire que vous avez un modèle économique qui peut résister à différents chocs et qui est capable de s'adapter. Voilà. Eh bien, vous arrivez à continuer de la même façon, mais de chez vous, par exemple, où vous êtes capable de développer des offres qui vont correspondre aux nouveaux modes de travail et donc de consommation. Voilà. Par exemple, je prends un exemple à Londres, la chaîne Prêt à manger, qui est plutôt une chaîne haut de gamme, très bonne, avec des bons produits et qui est proche des bureaux. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui a perdu 85% de son chiffre d'affaires dans la City, quoi, par exemple. Bah oui, et elle, son problème de modèle économique, c'est qu'il n'était pas du tout agile parce qu'elle n'était implantée que à côté des lieux de travail et bien évidemment pas à côté des lieux d'habitation. On a vu comment tout le monde a pu développer des nouveaux services. On a vu le développement du e-commerce, et je rassure tout le monde, moi, ne faisons pas une fixation sur Amazon. Il y a 78% du e-commerce français qui n'est pas fait avec Amazon. Et puis, ce n'est pas un drame de travailler avec Amazon. Au contraire, ce sont plutôt des gens aussi c'est des plateformes qui accueillent des entreprises comme La Redoute, comme la FNAC, comme showroom privé, VP ou ce genre de... C'est Discount, bien évidemment, qui est le numéro 2 français, qui fait 8% de part de marché. Donc, ce que je veux dire, des solutions, il en existe beaucoup et il faut prendre conscience que cette agilité et que la résilience du modèle économique, vous pouvez l'acquérir avec le digital et vous pouvez l'acquérir avec l'innovation et avec quelque chose de différenciant. Si vous faites la même chose que le voisin, votre modèle économique, il ne va pas être résilient, il va être au contraire en compétition. Si vous vous différenciez, vous serez seul sur votre niche. Merci Arnaud, très clair. On a abordé à peu près tous les sujets du chat. Je vous propose de conclure. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Merci Clémence d'abord pour avoir organisé tout ça comme je l'ai dit. Et puis merci à la très nombreuse assemblée qu'on a eue et à toutes ces questions que nous avons eues. Moi, mon conseil, on ne se ment pas à soi-même, on se dit la vérité, on admet ce qui se passe. Et oui, il va falloir composer encore quelques mois avec l'incertitude, mais on garde le moral, bien évidemment, parce que les choses peuvent changer et on va les changer. Et surtout ne pas céder. On va céder pour ne pas céder. Et ça, je pense que c'est très important. Faites-vous aider, parlez à vos proches et n'hésitez pas à partager vos difficultés. Et achetez mon livre, bien évidemment, parce que vous y trouverez plein de conseils ou continuez à me lire sur LinkedIn ou Twitter. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Clémence, toute l'équipe et BPI France pour ce talk.